Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver puisqu'on va parler du film le plus attendu de l'année. Je parle bien sûr de The Odyssey, le film de Christopher Nolan. Mais avant tout cela, générique. Par où commencer? Par où commencer quand on évoque l'œuvre de Christopher Nolan? Déjà, j'aimerais souligner un point. Nolan est contre Hollywood. Nolan est un des derniers remparts contre Hollywood à l'heure actuelle. Là où la norme aujourd'hui, ce sont des effets spéciaux en veux-tu, en voilà, tous plus moches les uns que les autres, à la manière de Supergirl ou de The Flash, ici Nolan fait contradiction. Nolan demande des décors naturels, Nolan exige aussi des effets pratiques. Et cela se ressent, c'est organique, ça appuie le poids des corps des personnages, ça appuie la véracité aussi de ce qu'on veut raconter, et tout cela est parfaitement retransmis. Donc déjà, c'est un point qu'il faut souligner. J'aimerais dire que malgré des décors naturels, parfois l'envie d'aventure, d'exploration ne se ressent pas tant que cela, et je trouve que certains décors ne sont pas exploités comme ils auraient dû. Par exemple, ils ont filmé en Grèce, au Maroc, etc. Je ne vois pas de beaux moments extérieurs filmés. Je trouve que ça va trop vite et on est beaucoup trop dans des intérieurs, malheureusement pour moi. Mais tout de même, on a tout de même l'effet organique qui est bien présent avec le fait de tourner dans des décors naturels. Donc ça, c'est un très bon point. Au niveau de son action, Nolan filme caméra épaule. Pourquoi? Pour vous immerger littéralement dans le combat. Il le fait de deux manières différentes. Soit c'est un combat d'égal à égal, de soldat à soldat, et dans ce cas-là, il y a une lisibilité possible avec les corps qui est montré, soit le combat se fait entre divinité ou monstre et homme, et dans ce cas-là, il n'y a plus de combat égal à égal, et on parle d'une fuite et de chaos. Et quand il y a le chaos qui est mis en avant, la lisibilité est beaucoup plus compliquée, et on va avoir du mal à se situer pour montrer que les hommes eux-mêmes sont dans une frénésie et dans un chaos qu'ils ne maîtrisent pas. C'est le cas de la scène du Cyclope, c'est le cas de la scène des géants, mais c'est aussi le cas de la scène de l'armée des morts. Comparé à la scène du cheval de Troie qui, elle, est beaucoup plus lisible dans sa brutalité et dans son combat, parce que là, nous parlons d'égal à égal, d'homme à homme, comme pour la scène finale, le retour d'Ulysse chez lui. Donc voilà ce que je peux vous dire sur son action. Donc moi, j'ai apprécié comment Nolan a réfléchi ces scènes d'action. Le fait de le faire ainsi, ça m'a beaucoup plu. Il fait autre chose qui est là peut-être plus problématique pour moi, c'est qu'il joue le côté anti-spectaculaire au possible. On a la scène par exemple du Cyclope, on doit crever l'œil du Cyclope, cela ne se fait pas dans un moment héroïque, cela se fait d'une manière très terre à terre. Et il fait ça assez souvent et ça peut desservir un petit peu ce qu'il raconte. En tout cas, il n'y a pas de moment mystique, grandiose qui nous est amené. Non, non, tout est très souvent remis à échelle d'homme. Donc on ressent tout le temps l'impact du temps, l'impact des éléments autour de lui. Quand ils sont en train de ramer, on ressent extrêmement bien le fait des vagues qui se jettent sur eux, de la violence du moment. Tout cela est hyper bien maîtrisé. Et les corps, les corps qui fatiguent, les corps qui s'affaissent, tout cela, c'est d'une maîtrise absolue. Donc au niveau de son action, j'ai trouvé que il n'y avait rien à en redire. Peut-être un poil trop peu de spectaculaire quand on parlait des monstres et de sa mythologie. Mais à part ça,
franchement, je trouve que c'est très bien. Nolan étant un réalisateur très cartésien, il a du mal à faire exister sa mythologie. Et pourtant, dans cette œuvre, il n'y a pas que les monstres qui sont présents. Les dieux aussi sont en dualité entre eux-mêmes. Il n'y a pas que les hommes qui s'affrontent. Et ceci est totalement éclipsé de son œuvre, et je trouve ça dommage, malgré que j'aime les costumes de ces divinités, qui sont très épurés, eh bien, je trouve qu'il manque réellement de scènes avec eux. Comme la scène des sirènes est totalement une scène anecdotique, une scène que je trouve qui n'a pas assez de profondeur. Je trouve que sa mythologie a bien du mal à exister. C'est pour ça que dans son dernier quart, quand il ne s'agit plus que de vengeance, je trouve que le film trouve toute sa grâce. Parlons maintenant du point qui était le plus important pour moi dans ce film aussi, l'émotion. Comment parler d'un retour chez soi sans y amener d'émotion? Le cinéma de Nolan a toujours été un cinéma chirurgical, presque froid, peu tendre avec ses personnages. Alors comment amener de l'émotion dans ce film? Comment y arrive-t-il? Eh bien, il le fait en écrasant son personnage, en l'isolant. Le fait que le personnage doit lutter contre les éléments amène de l'émotion. On lutte avec lui. Et puis, il y a aussi ce montage alterné entre Ulysse qui se bat contre les éléments et le temps, et cette femme qui l'attend, et cette promesse qui est là. Peut-il y parvenir? Et donc, on est en empathie par ce montage parce qu'on espère un retour possible entre ces deux personnages. Voilà comment l'émotion peut surgir par la réalisation de Nolan, mais absolument pas par des silences, par des gros plans, etc. Ce n'est pas son cinéma à lui. Et la musique l'aidait bien souvent dans son cinéma à amener un petit peu plus de tendresse, là où lui se casse réellement souvent les dents. Et ici, je vais vous dire, c'est le cas, il le fait par les éléments, c'est tout ce que je vous ai raconté, mais il se casse les dents sur des choses qui peuvent paraître si simples. Par exemple, un thème universel, l'amour, la fidélité de son chien qui l'attend pour pouvoir mourir, Ulysse qui le retrouve. Ça devrait, pour les spectateurs, être un moment réellement d'émotion. Tout le monde est affecté par les animaux, tout le monde est fidèle et affecté par l'ami le plus fidèle de l'homme, et donc un geste tendre, un petit moment aurait suffi à amener une certaine émotion chez le spectateur. Il n'en fait rien. Il n'en fait rien, c'est le néant. Quand on parle de Calypso et d'Ulysse, Calypso qui l'emprisonne pendant plusieurs années à ses côtés et qui s'amourache de lui, qui commence à développer des sentiments et qui ne veut pas le voir partir, on apprend que des années se sont passées sans que aucune tendresse entre les deux personnages ne puisse subvenir, sans que aucun petit moment ne puisse réellement exister. Donc Charlize Theron qui interprète Calypso, malheureusement pour elle, est presque anecdotique puisqu'elle n'arrive pas à vivre avec le personnage qui lui est proposé, alors que Athéna, interprétée par Zendaya, qui elle ne prononce pratiquement pas un mot du film, qui n'apparaît que par des petites visions du personnage, a plus d'émotion parce qu'elle est en empathie avec ce qu'il vit. C'est quand même incroyable. On se casse les dents sur deux personnes qui vivent ensemble depuis plusieurs années et qui peut-être pourraient avoir des gestes tendres l'un envers l'autre. Il se casse le dent sur le chien, il se casse le dent sur Calypso. Et ça, c'est des choses que je ne comprends toujours pas. Comment est-il possible qu'il se loupe à ce point là-dessus? Son cinéma n'est pas fait pour l'émotion. Alors que je vous dis ça, mais les retrouvailles entre le père et le fils, entre Télémaque et Ulysse, entre Tom Holland et Matt Damon, fonctionnent hyper bien. Voyez, mais là, par la grâce de jeu des acteurs, tout simplement. Les acteurs arrivent à amener quelque chose de fou. Franchement, en une scène, ils sont tellement bons que cela fait toute la différence. Il y a une autre scène que je voulais évoquer, et ici, on va parler de deux scènes qui sont extrêmement réussies par le son qui est amené. Le sound design du film est épatant. Épatant
dans sa lutte contre les éléments, mais épatant également dans ce qu'il apporte à côté. Et il y a deux scènes qui sont deux scènes littéralement d'horreur, une scène réellement d'horreur et puis de body horror, deux genres totalement différents. On parle bien sûr de la scène de la caverne du Cyclope et on parle de la scène de Circé qui transforme ses hommes en cochons. La scène d'horreur avec le Cyclope est extrêmement bien foutue au niveau du son et au niveau du gigantisme du personnage, de ce monstre. Ça marche réellement bien que je trouve le Cyclope affreux, mais réellement affreux. Et l'anti-spectaculaire, c'est ce que je vous ai raconté, voilà. Je trouve que c'est un peu dommage. Et pour ce qui est de Circé et la scène de body horror, on va baisser le son, excusez-moi, la scène de body horror, le travail du son sur cette scène et comment elle recrée ses corps, c'est absolument immonde, mais c'est inoubliable. Et ça en fait deux scènes absolument dingues. Et Nolan devrait faire du cinéma d'horreur. On sent qu'il aime les codes de ce cinéma-là et il sait le faire. Ces deux scènes sont impactantes. Je pensais que la temporalité serait un des points clés du cinéma de Nolan. Je pensais que ce serait son thème principal dans ce film. Et en fait, j'ai été surpris parce que non. C'est bien un des thèmes principaux du film, mais la violence des hommes en est un autre bien ancré. Et je dois dire que dans sa temporalité, même s'il en parle depuis toujours, je déteste ce qu'il a fait sur Tenet. Tenet, je trouve ça abominable. Et ici, là où il a toujours été très fort pour faire des temporalités complexes dans ses films, ici, je trouve qu'il le fait d'une manière plutôt simple et plutôt appréciable. Ce n'est pas ce qu'on a pu voir dans certains de ses précédents films. Absolument pas. Donc, la temporalité se fait plutôt bien que là aussi, je trouve qu'à des moments, on s'y perd un petit peu par la réalisation et par le montage. Il y a des scènes d'action qui nous sont montrées, comme par exemple la scène des morts, la scène en enfer ou la scène des géants, où on vit une réelle course-poursuite, une réelle scène d'action, et on a du mal à savoir le temps écoulé entre ces scènes, et ensuite, au niveau du montage, on passe tellement vite à autre chose que leur impact est très vite essoufflé. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, je ne comprends pas le temps qui s'écoule de manière linéaire entre tous ces éléments, tous ces événements. J'ai du mal à savoir sur combien de temps se fait le récit d'Ulysse et entre par exemple la scène de Circé et les géants, j'ai du mal aussi à savoir combien de temps se passe réellement. Donc là-dessus, il y a quelque chose qui m'a parfois un petit peu perdu. Mais je trouve globalement que dans sa manière d'amener les flashbacks et de raconter les histoires des personnages, eh bien je trouve que là ça a du vrai sens. Et ça a un vrai sens pour une raison... Et ça a un vrai sens pour une raison très précise. Le récit avance grâce aux témoignages de ceux qui ont croisé la route d'Ulysse. Chaque personnage apporte sa propre perspective, transmet le relais d'une aventure vécue, ce qui donne à ce mythe antique une résonance chorale et très moderne. La meilleure partie du film pour moi, c'est sa dernière. Quand Calypso évoque un possible retour d'Ulysse et l'invite au lâcher-prise, le film bascule et gagne enfin son pari. Jusqu'ici, le parti pris des combats anti-spectaculaires avait de quoi déconcerter. Qu'il s'agisse du cyclope ou du monstre tapis dans la tornade, Nolan refuse le gros spectacle hollywoodien tel qu'on le connaît et filme ses menaces avec une simplicité presque dérangeante, dépouillée de tout héroïsme facile. Ok. Mais dans sa dernière partie, en revenant à l'échelle d'un simple mortel qui n'aspire qu'à retrouver sa terre et sa femme, le récit trouve son véritable souffle. C'est dans cette trajectoire intime, cette vengeance d'un homme qui va s'abattre. C'est une tragédie implacable et c'est là sa plus belle partition. Le dernier combat est d'une bestialité monstre et dure un temps incalculable, mais c'est pour moi un moment divin.
Et si on doit parler casting, eh ben le casting il est 5 étoiles. Qu'on parle de Zendaya, de Tom Holland, de Matt Damon, de Lupita Nyong'o, de John Bertal ou de Anne Hathaway et j'en passe, le casting il est fabuleux. Mais le casting il est aussi 5 étoiles qu'il dénote avec ce qu'il veut raconter. Je n'ai aucun problème avec Elliot Page et Lupita Nyong'o. Je vais vous expliquer pourquoi. Elliot Page qui, d'après des rumeurs, devait interpréter Achille, n'est finalement pas Achille. Mais s'il avait été Achille, il aurait été une nouvelle version d'Achille, une version plus moderne de ce qu'est la masculinité d'aujourd'hui. Ce n'est plus le Brad Pitt avec ses bras musclés. Ça aurait été un Brad Pitt peut-être plus intellect. Et quand on parle de Lupita Nyong'o pour être Hélène de Troie, beaucoup se sont insurgés, mais pour devenir une reine grecque, alors qu'on est tout proche de l'Afrique, je ne vois pas en quoi caster une actrice noire est un problème, et surtout c'est un personnage de fiction. On nous aurait parlé d'une reine venant de Norvège. Et évidemment, j'aurais gueulé sur le fait que Lupita Nyong'o puisse en être, mais ici, je ne vois pas de problème réel avec une vérité. Elle aurait pu très bien être noire, ce n'est pas le problème. Et Lupita Nyong'o et Elliot Page, qui ont posé problème au casting par plein de polémiques, réellement apparaissent honnêtement 3 minutes dans le film. Donc c'est vraiment faire des polémiques pour pas grand-chose. Et j'ai envie de vous dire que pour le reste, là où ça dénote et que ça fait mal, je trouve que John Bertal qui joue l'époux de Hélène de Troie, je ne trouve pas que ça marche réellement. Pour autant, j'apprécie... Et Charlize Theron qui joue Calypso, eh bien, elle a si peu à jouer que je trouve que c'est malheureux d'en faire ce qu'on lui propose. On lui propose trop peu de choses. Alors que elle, il n'y a aucun problème, elle aurait pu justement donner de sa partition. Et c'est regrettable. Mais par contre, pour ce qui est de Matt Damon, le corps fatigué, un Ulysse revanchard, un Ulysse qui donne de sa performance. Hein. Matt Damon, il donne tout dans ce film, dans son émotion, dans son corps. Il est impérial, au même niveau que Anne Hathaway qui joue une femme qui doit en imposer face à ses opposants, à ses concurrents, et elle est divine dans tout ce qu'elle doit incarner. Tom Holland en Télémaque, en jeune fils, ça marche réellement très bien, il n'y a aucun souci. Et Robert Pattinson, pour incarner l'antagoniste, il est juste fabuleux. Cet acteur, depuis des années, c'est du gratin. Et j'aimerais qu'on cite Eumée qui a interprété, je vous mets tout de suite le nom de l'interprète à l'image, eh bien cet acteur-là, il donne une version différente de son personnage jeune et âgé, et franchement, sa prestation apporte beaucoup au film, donc merci rien que pour ça. Mais avec ce film, Nolan, il veut parler à la jeune génération. Nolan, il met des acteurs et des actrices que les jeunes connaissent pour qu'ils puissent se réapproprier les personnages de cette Odyssée, de cet auteur, de ses œuvres. Et je trouve ça très bien en réalité. Athéna, par exemple, interprétée par Zendaya, elle touche tout de suite le jeune public, mais elle a tellement de grâce que ça fait un bien fou. Et donc, si on devait conclure sur ce film, oui, il y a des manques. Oui, il y a des manques dans l'émotion. Oui, il y a des manques, par exemple, dans ses costumes, dans les armures des géants, par exemple, que je trouve absolument ridicules. Il y a des manques sur le spectaculaire aussi, par instant. Mais il y a tellement de générosité et de bonne volonté dans ce film. Et il est tellement à l'encontre de tout ce que fait Hollywood que moi, je ne peux y voir que du positif. Un film pareil qui va engendrer beaucoup d'argent, qui va réussir son pari encore, eh bien ça montre à Hollywood qu'il y a d'autres possibilités de faire du cinéma. Et c'est un cinéma qui, malgré tout, a de l'envie, même dans son scénario. Ce n'est pas au rabais, loin de là. Il y a tout ce qu'il faut pour vous faire passer un bon moment. Et la musique, j'ai oublié de parler de la musique, mais la musique est incroyable. Donc rien que pour tout cela, oui, il y a des manques. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un très bon film. C'est très bien foutu.
je le reverrai, je retournerai au cinéma, je l'achèterai le moment venu, mais le son est tellement fort par moment que j'imagine que si t'es pas dans une salle de cinéma, mais chez toi, ça doit être impossible à voir. Et puis il y a le format IMAX qui a été utilisé. J'en ferai pas tout un gros débat, mais je trouve que diviser le public entre ceux qui pourront voir la vraie version de son réalisateur et les autres qui verront une version au rabais, et quoi qu'il arrive, quand on achètera le film et qu'on le verra chez soi, on le reverra jamais dans une version IMAX. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est diviser les spectateurs. Mais j'y suis allé en IMAX, VOSTFR, je vous contredis là-dessus. Je me suis fait un immense plaisir avec ce film. Comme quoi, tout n'est pas perdu à Hollywood et Nolan le prouve ici. Donc, honnêtement, rien que pour tout cela, vous pouvez aller en salle, vous devez aller en salle et je vous souhaite un bon visionnage. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Merci de liker, commenter, me faire part de vos retours et on se retrouve très vite pour parler de cinéma, pour parler de séries. Pourquoi parler d'autre chose ?